Struggle for life. En français, la lutte pour l'existence ou la lutte pour la survie. Cette expression a été rendue célèbre par ce bon vieux Charles Darwin lorsqu'il a développé sa théorie de la sélection naturelle. Il explique comment les relations trophiques, c'est-à-dire lorsqu'un maillon d'une chaîne alimentaire consomme un maillon inférieur, permettent aux différentes espèces vivantes de ne conserver que les individus les plus aptes à survivre dans leur environnement. En gros, les individus les plus faibles, les moins adaptés, ne pourront tout simplement pas se reproduire car la compétition avec les autres mâles de la même espèce les en empêchera. Voire carrément ils se feront bouffer quand les autres mâles plus adaptés s'en seront sortis et pourront ainsi transmettre leurs gènes à leur descendance. Ouais, je vous vois venir là. Effectivement, si on ramenait ça à notre société humaine, ça serait parfaitement immoral. Mais dans la nature, on s'en tamponne. On va donc voir comment la prédation et les autres interactions entre le vivant travaillent dans ce même objectif commun qu'est la sélection naturelle. Générique. Alors, comme nous l'avons vu dans le précédent épisode, que je vous recommande d'ailleurs de vivement regarder si vous ne l'avez pas encore fait, car sinon vous risquez de ne strictement rien biter à ce que je vais raconter aujourd'hui. Les chaînes alimentaires tiennent un rôle majeur au sein d'un écosystème, car c'est la prédation puis l'alimentation qui sont la clé des échanges de matière organique entre les êtres vivants, et qui vont permettre in fine la production d'énergie. Mais à côté de ces échanges d'énergie, la prédation peut avoir d'autres utilités au sein d'un écosystème. Par exemple, la prédation permet de réduire le nombre d'animaux faibles, malades ou mal formés chez les proies, car ils sont plus faciles à chasser pour les prédateurs. Cela permet pour l'espèce chassée de ne conserver que ses individus les plus forts et les plus aptes à la survie. Et par la même occasion, de réduire les risques d'épidémie au sein d'une espèce en butant les individus porteurs d'un virus. De cette manière, les gènes transmis par la reproduction sont donc ceux des individus les mieux bâtis pour la survie. Et les êtres vivants assurent ainsi leur rôle principal, faire perdurer l'espèce à laquelle ils appartiennent. Et la prédation va aussi favoriser les évolutions des autres animaux. Alors que ces évolutions soient comportementales, comme leur sociabilité, leur nourriture, leurs horaires d'activité, ou même physiologiques, comme le changement de couleur d'un pelage, le développement d'un nouvel organe ou la modification d'un organe existant, ces évolutions sont de toute manière nécessaires pour les proies afin de diminuer leur vulnérabilité. Enfin, en régulant le nombre de gros herbivores, la prédation peut avoir des effets indirects bénéfiques pour d'autres proies. En diminuant le nombre d'individus d'une proie démographiquement dominante, des proies plus faibles vont pouvoir persister, voire se développer dans l'environnement grâce à la prédation. Pour officialiser ce rôle crucial que joue la prédation dans la conservation d'un équilibre biologique, la prestigieuse revue Science, créée par Thomas Edison en 1880, a publié en janvier 2014 les résultats de la plus grande étude menée sur les effets écologiques des grands prédateurs. Ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que le déclin des grands prédateurs, dû en majorité aux activités humaines, peut avoir des répercussions écologiques dont on ne se doute pas forcément. Dans le contexte actuel, il est par exemple intéressant d'apprendre que la diminution des grands prédateurs favorise le réchauffement climatique. En effet, en temps normal, leur prédation permet de réguler et d'équilibrer le nombre d'herbivores, ce qui permet aux plantes de pouvoir se développer et de jouer leur rôle en absorbant le dioxyde de carbone présent dans l'air. Sauf qu'avec le déclin des grands prédateurs, la quantité d'herbivores augmente. Les plantes sont consommées plus rapidement et en plus grande quantité. Et c'est là tout l'enjeu de ce que l'on nomme l'équilibre biologique. Une variation trop soudaine dans la chaîne alimentaire empêche les autres maillons de s'adapter et l'ensemble se déséquilibre. Vous êtes sceptique ? Pendant près de 40 ans, des scientifiques ont étudié les conséquences de la restauration des loutres de mer en Alaska. Ils ont démontré que cette restauration a permis entre autres de réduire le nombre d'oursins, rendant par conséquent possible l'accroissement du varech, une algue habituellement consommée par les oursins. Les effets indirects de cette restauration ont été un stockage de carbone plus important. Vous voulez savoir en quelle quantité le carbone a été stocké ? On estime ce stockage entre 4,4 et 8,7 gigatonnes de carbone pour une valeur de 205 millions de dollars. Non mais attendez là, vous vous rendez compte ? Jusqu'à 8,7 gigatonnes de carbone stockées grâce à des loutres. Grâce à des putains de loutres! Quand on sait que le total des émissions de dioxyde de carbone liées aux activités humaines est estimé à 9,9 gigatonnes de carbone en 2013, ça veut dire que seulement l'activité des loutres de mer d'Alaska en 40 ans a pu compenser jusqu'à 90% des émissions de CO2 de plus de 7 milliards d'humains. Ça me donne une idée.
Bon bref, vous l'aurez compris, la prédation est cruciale pour que l'équilibre biologique qui s'est construit après des millions d'années d'évolution puisse être conservé. En dehors de la prédation et des relations nutritionnelles, il existe d'autres interactions entre les êtres vivants. Avant d'aller plus loin, je voudrais définir avec vous deux mots pour qu'ils ne posent pas de problème de compréhension par la suite. La biocénose et le biotope. La biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants qui coexistent dans un espace donné. Eh bien, le biotope, c'est cet espace donné, c'est un milieu de vie qui est géographiquement délimité et dans lequel le climat est homogène. Et donc, pour cet épisode, on va seulement s'intéresser aux interactions au sein de la biocénose, c'est-à-dire entre les êtres vivants. Tout d'abord, il y a les interactions intraspécifiques, c'est-à-dire entre individus d'une même espèce. Elles peuvent être de deux formes, soit positives, soit négatives. Pour vous donner un exemple simple de ces deux formes, une interaction intraspécifique positive va être la reproduction entre deux individus d'une même espèce. Une interaction intraspécifique négative peut par exemple être la compétition au sein d'une même espèce pour par exemple la défense du territoire, de la nourriture ou du groupe. Ces exemples de relations intraspécifiques sont plutôt simples, mais il peut y en avoir aussi des plus complexes. La formation de sociétés au sein d'un groupe d'individus d'une même espèce en est une. C'est le cas des sociétés matriarcales formées par les éléphants et menées par la femelle la plus âgée. Au sein de ce type de société animale, la hiérarchie rentre alors en compte. Les femelles la dirigent et les mâles, lorsqu'ils arrivent à maturité sexuelle, sont obligés de la quitter. Ils deviennent alors des solitaires. Une relation intraspécifique encore plus complexe que la société sont les colonies chez les animaux. C'est le cas des hydraires. Ce sont des animaux très petits et qui vont se regrouper en jouant différents rôles pour ne former qu'un même organisme fonctionnel. C'est ainsi qu'ils vont donner naissance aux coraux. Le lien entre chaque hydraire est si fort que la limite entre l'individu et l'organisme fonctionnel est assez floue. À côté de ces interactions intraspécifiques, des individus d'espèces différentes peuvent avoir des relations entre elles. Enfin, quand je dis relation, je veux dire interaction quoi. Ah, ouais. Enfin, interaction interspécifique quoi. Entre des espèces différentes. Non. Pas de sexe. Ah, ok. Les relations interespèces peuvent elles aussi être positives ou négatives. Pour les positives, il en existe trois grandes formes. Le commensalisme, par exemple, est une exploitation non parasitaire d'une espèce par une autre. Là, on tire des bénéfices quand elle va être neutre pour l'autre. Il peut s'agir d'une relation nutritionnelle, comme c'est le cas chez certains animaux qui vont se nourrir des résidus de repas d'autres animaux. On peut par exemple penser aux vautours qui vont se nourrir des restes de la prédation des lions. Mais le commensalisme peut aussi se traduire par une relation de protection où une espèce va se servir d'une autre espèce comme hôte pour obtenir un abri. Ou bien même une relation de transport lorsqu'un animal va utiliser un autre animal, en général plus grand, pour se faire transporter. Et tant que chacune de ces relations reste bénéfique pour l'un et neutre pour l'autre, on parle alors de commensalisme. Mais si cette relation devient bénéfique pour les deux et non obligatoire, on parle alors de mutualisme. Bon, ici, non obligatoire, ça signifie que ces deux espèces peuvent quand même vivre sans cette relation. Et l'exemple le plus courant pour définir le mutualisme, c'est la pollinisation. Bah oui, parce que cette relation, elle n'est absolument pas obligatoire. Une plante qui n'est pas pollinisée ne mourra pas et une abeille pourra toujours trouver une autre source de nourriture. Mais si cette relation a lieu, elle sera absolument bénéfique pour les deux espèces. La plante, lorsqu'elle sera pollinisée, pourra se reproduire, transmettre ses gènes et assurer la continuité de son espèce, et l'abeille pourra se nourrir et nourrir toute sa colonie. Et dans le cas d'une relation qui est bénéfique pour les deux espèces et qui est obligatoire, on parle alors de symbiose. Je vais reprendre ici mon exemple des coraux. Les coraux sont en relation symbiotique avec une algue unicellulaire qui va s'attacher à eux. L'algue, par la photosynthèse, va dégager du dioxygène qui va permettre aux coraux de respirer. Et en retour, ils fourniront à l'algue du dioxyde de carbone dont elle a besoin. Mais si l'un n'assure plus son rôle, les deux mourront d'asphyxie. À côté de ces trois formes d'interaction interespèces positives, il en existe deux formes qui sont négatives. La plus connue, c'est la compétition qu'il peut y avoir entre deux ou plusieurs espèces différentes, en général pour la nourriture ou pour le territoire. Bon là c'est très simple et vous pouvez en faire l'expérience chez vous. Foutez deux plantes dans un pot trop petit pour accueillir les deux et vous verrez qu'au bout d'un moment, une plante va prendre le dessus sur l'autre. Ces racines vont envahir le pot quand celles de l'autre vont petit à petit s'atrophier jusqu'à entraîner la mort de la plante. La seconde forme d'interaction négative va être le parasitisme. C'est l'exploitation d'une espèce par une autre espèce. Bon là, accrochez-vous bien et j'espère que vous ne mangez pas en regardant cet épisode parce que là c'est la nature bien sale qui veut simplement se reproduire et qui s'en bat les steaks du reste. Certains insectes vont se reproduire en pondant leurs larves dans d'autres insectes. Ils ne se font même pas chier à prendre soin de leur descendance. C'est le cas de la guêpe Cotesia glomerata qui va pondre ses œufs dans une chenille après l'avoir piquée.
Les œufs vont éclore et donner naissance à des larves qui vont se développer en se nourrissant du sang de la chenille. Mais elles feront bien attention de ne pas la tuer en ne touchant pas les organes vitaux. Mais après avoir atteint un certain stade, après quelques jours de développement, elles n'en auront plus rien à carrer et dévoreront la chenille de l'intérieur. Putain, mais j'ai pas pigé un broc de ce que t'as bavé. En gros, dans la nature, tout est lié. Et ce qu'il faut en retenir, c'est que chaque action qui se produit agit dans cet objectif commun qui est de maintenir l'équilibre biologique. Mais nous aussi, nous faisons partie de cette nature, nous la modelons, et nos actions ont des conséquences directes sur cet équilibre. Il faudrait peut-être y repenser alors, et se dire que si on la déséquilibre trop, la nature risque de nous réguler. Bah ouais, ça serait quand même con de se prendre une série de catastrophes naturelles dans la gueule parce qu'on n'a pas su se limiter 50 ans plus tôt à ce que la nature pouvait nous offrir. Et si par exemple ton petit-fils canne parce qu'il s'est fait éclater par une bagnole dans une tornade, et bah ça sera peut-être parce qu'un dentiste s'est payé une séance de braconnage juste pour buter un lion et mettre sa tête au-dessus de sa cheminée. C'est moi le meilleur! Tu me sens, tu la sens, ma grosse intelligence, tu me sens, tu la sens bien! Car le jour de la rédemption est proche! Repens-toi! Et tu seras peut-être sauvé. Eh bien merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode du Pourquoi du Comment. C'était le numéro 2 et on espère qu'il vous a plu comme pour le premier. N'hésitez pas à toujours utiliser les commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé, puisque pour le premier épisode, vous avez été nombreux à nous faire de retours, ils étaient vraiment positifs, ça nous a vraiment motivés et c'était cool, donc merci beaucoup. Continuez et faites ça pour l'épisode numéro 2. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à nous suivre sur Facebook et sur Twitter, on poste pas mal de trucs sur l'actualité de la page. Et surtout, partagez l'épisode, c'est le plus important pour nous. En tout cas, on se retrouve pour un prochain épisode. Le numéro 3, ça sera pour un peu après. En attendant, on va essayer de s'attaquer à un nouveau format sans rien vous spoiler. A bientôt, ciao!